Et cet invité aujourd'hui, c'est vous, Patricia Tourancheau, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Vous êtes journaliste, spécialiste de faits divers. On vous a lu longtemps dans Libération, aujourd'hui dans Les Jours. Et vous signez Le Grêlé, le tueur était un flic, qui est sorti il y a quelques semaines au Seuil et qu'on va voir, qu'on voit à l'antenne. Ce livre est votre enquête, votre contre-enquête sur l'une des affaires criminelles les plus célèbres de l'histoire criminelle récente ici en France, celle dite du Grêlé. Un homme que les enquêteurs auront cherché pendant 35 ans. Est-ce qu'on peut peut-être d'abord résumer ce parcours criminel hors du commun ? Disons que c'est un tueur en série qui commence par tuer une petite fille en 1986 à Paris et qui disparaît, disons qu'il change de mode opératoire et toute l'année 87, il va agresser des jeunes filles, en violer, massacrer aussi des gens. Et il se présente avec une carte de police, un talkie-walkie, des menottes. Il a le jargon des policiers, mais ses enquêtes ne vont pas être reliées. Par la suite, les policiers retrouvent sa trace en 1994, où il enlève une petite fille et il la viole. Et ensuite, le type disparaît. Et son ADN est trouvé à partir de 96 sur les vêtements des petites filles de 86. Et là, la brigade criminelle de Paris s'aperçoit qu'ils ont affaire à un tueur en série, parce qu'il a commis plein d'actes qui n'étaient pas reliés les uns avec les autres, parce que le mode opératoire était complètement différent. Par exemple, il y a un massacre dans le Marais à Paris, le 29 avril 87. Un couple, oui, une jeune fille opéra-allemande de 20 ans et son patron de 38 ans. Et eux, ils sont torturés, ils sont massacrés. Elle est crucifiée. Lui, il est garrotté à l'espagnol avec des espèces de liens enserrés par un tisonnier derrière, brûlé avec une cigarette. Ça n'a rien à voir. Et en fait, les moyens du bord de la police scientifique à l'époque étant nuls, jusqu'en 96, le lien n'est pas fait entre tous ces cas. Et donc, c'est pour ça que ça a pris énormément de temps. Parce qu'après, quand il y a l'ADN du Grêlé, qui est appelé ainsi parce que le premier témoin, le frère de la petite Cécile Bloch, en fait... Qui est la première victime. Qui est la première victime en mai 86, a croisé le tueur, avant qu'il ne massacre sa petite sœur, dans l'ascenseur. Et lui a vu une peau vraiment vérolée, vraiment... marqué, et les voisins ont corroboré un portrait robot qui a été diffusé. Donc, il est appelé Le Grêlé. Puis, on s'aperçoit que c'est un peu une fausse piste. Voilà, ça a pu mettre les enquêteurs sur des fausses pistes. Alors, ce parcours criminel, vous l'avez dit, ça dure une quinzaine d'années. Et puis après, plus rien. Il disparaît, même si effectivement les enquêteurs ont l'ADN. Oui. Jusqu'au mois de septembre dernier, un homme qui s'appelle François Vérove se suicide. Et dans sa lettre, il avoue être ce grand criminel. Il ne dit pas Le Grêlé, mais vu qu'il était convoqué quelques jours auparavant par un coup de fil de la police judiciaire de Montpellier en tant qu'ancien garde républicain à Paris dans les années 80. C'est ce que les enquêteurs et la juge turcaise cherchaient. Et lui, parmi tant d'autres, est convoqué, François Vérove. Et là, en fait, il fait mine de rien auprès de sa famille, aucun changement d'attitude, et il disparaît de chez lui. Et il avale des médicaments. Il laisse une lettre posthume à sa femme dans laquelle il explique que pendant très longtemps, donc, il a eu besoin de détruire, de tuer des innocents, qu'il est ce grand criminel qui, après une dépression qu'il a fait au milieu des années 90, il explique qu'il s'est arrêté grâce à la thérapie, que ça a été une délivrance, dit-il. Donc on n'est pas obligé de le croire, mais peut-être que c'est vrai. Et lui explique qu'il s'est arrêté en 97. Or, les enquêteurs de la brigade criminelle, pour eux, ils s'arrêtaient en 94. Donc déjà, ils recherchent maintenant des cas, des crimes, des délits qui ont été commis par François Vérove entre 94 et 97. Et donc non seulement le tueur était effectivement un flic au moment il a pris sa retraite quelques années plus tard, donc un flic qui a commis des actes et des viols d'une barbarie sans nom, et puis au moment où il est acculé, c'est un papy gâteau, tout ce qu'il y a de plus ordinaire, quoi. Mais c'est incroyable. Il a 59 ans quand il se tue. C'est le bon voisin, le bon mari, le bon papy qui trimballe ses 3 petits-enfants dans une carriole derrière son vélo électrique. Un époux formidable. Sa femme le décrit comme quelqu'un vraiment petit soin, attentionné,
qui fait la cuisine, il rend service. Il est conseiller municipal à Prades-le-Lez. Le maire en revient toujours pas. Tout le monde a été abusé par ce type. C'est vraiment, il est d'une duplicité incroyable. Donc, ce qui est singulier dans cette affaire, c'est bien sûr le profil du tueur et aussi le fait qu'elle ait duré donc 35 ans et qu'elle ait été marquée, vous le disiez tout à l'heure, par des ratés en cascade. Oui, parce qu'à partir du moment où les policiers n'ont pas relié les dossiers, en fait, la brigade criminelle s'occupait des premiers cas de petites filles massacrées, tuées, violées en 86. La brigade de protection des mineurs s'occupait de tous les cas de viol d'adolescentes et d'agressions et de jeunes filles accostées par le faux policier, croyait-il, en 87. Après, en 94... Ingrid, elle est enlevée en Seine-et-Marne, elle est violée dans l'Essonne. Voilà, y a rien eu de Ce sont les gendarmes. Ouais. Après, l'ADN permet de relier tous ces cas, y compris au massacre du Marais des 2 adultes, dont s'occupait un autre groupe de la brigade criminelle. Donc déjà, il y a énormément de retard. L'ADN en France, on a 10 ans de retard par rapport aux Anglais. Et par rapport, d'ailleurs, le frère de Cécile Bloch, le grand frère, qui était biologiste déjà à l'époque, avait averti la police judiciaire de Paris qu'il existait un truc en Angleterre incroyable qui s'appelait l'ADN, qui permettait d'incriminer formellement les coupables. Mais la France avait trop de retard. À quoi doit-on que l'enquête n'ait jamais été refermée ? Je pense les enquêtes plutôt. À l'ADN et aux enquêteurs. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les dossiers ont été refermés, vers 92-93, par la justice, et ensuite l'avènement, la révolution de l'ADN fait que tous les dossiers anciens, surtout les crimes contre des petites filles, sont ressortis. Et sur un bout de moquette qui recouvrait le corps de la petite Cécile Bloch, en fait, il y avait du sperme qui a permis d'identifier un ADN. Et à partir de là, tous les dossiers sont rouverts et reliés par l'ADN. Alors, cette affaire donc, a été, pendant 35 ans, une affaire non élucidée, donc une enquête qui piétine. La France a longtemps été en retard sur la façon qu'on avait d'aborder ces affaires non élucidées, ou cold case en mauvais français. En mars dernier, un nouveau pôle judiciaire dédié précisément à ces crimes en série et à ces affaires non élucidées a été lancé, à l'instar de ce qui se fait en matière de terrorisme ou de délinquance financière. La tâche est immense pour... La tâche est immense, mais c'est passionnant et c'est essentiel. Une telle unité judiciaire pour rassembler justement tous ces cas anciens non élucidés en France, c'est primordial parce que sinon les juges d'instruction, ils ont chacun 120, 130 dossiers à instruire dans leur cabinet. Ils peuvent pas passer tout leur temps sur une affaire ancienne. Alors que là, avec un pôle dédié, ça permet vraiment d'avoir plus de temps, d'avoir aussi, il y a les compétences aussi qui sont là. Parce que enquêter sur des crimes anciens, c'est quand même pas... C'est pas évident, quoi. Un juge normal, il a sans arrêt des affaires qui arrivent et qui sont chaudes. Et donc, il faut y aller. Sachant que le temps est un ennemi dingue dans ces affaires. Ah, mais le temps est un ennemi dingue. Et là, ce qui complique encore la tâche dans l'histoire du grêlé, c'est que le mec, effectivement, disparaît à partir de 94-97. Donc, son ADN était bien dans le fichier national des empreintes génétiques, qui engrange, en fait, tous les ADN des délinquants, des suspects, des gens qui passent en garde à vue. Et donc, les enquêteurs ont longtemps espéré que, je ne sais pas, à la faveur d'une bagarre, de n'importe quoi, le type se fasse prélever l'ADN, qu'il soit dans le fichier, puis que ça matche, ça mette en regard avec les traces, en fait, génétiques inconnues qui étaient sur Cécile Bloch, sur Ingrid, sur toutes les autres. Et ça, jamais ça n'a matché. Du coup, les policiers le croyaient mort ou parti à l'étranger. Et donc, ils n'ont pas lâché. C'est ça qui est assez dingue aussi. Alors, au même titre que l'affaire Grégory, Chevaline, Xavier Dupont de Ligonnès, elles font partie, ces histoires, de la mémoire collective. Il y a une forme de constance dans notre rapport à ces affaires-là, à ces énigmes judiciaires. Vous y voyez l'expression de quoi ? D'une forme de fascination morbide, de voyeurisme ou de curiosité collective par rapport au public, certaines personnes sont fascinées de façon malsaine, pas mal d'autres sont intéressées. Je veux dire, les énigmes, ça passionne les gens et c'est normal, tout le monde a envie de savoir qui réellement a attaché le petit Grégory et puis l'a jeté dans la Vologne.
tout le monde a envie de savoir ce qui est devenu Dupont de Ligonnès. Est-ce qu'il est vivant? Est-ce qu'il s'est tué? C'est humain, je veux dire. Et vous? Et moi, ce qui me passionne, c'est à la fois l'enquête, hein, la chasse aux indices, hein, pour recoller tous les morceaux et arriver à comprendre une histoire. Et puis c'est aussi la personnalité des criminels. Je veux dire, un grêlé, c'est pas rien, François Vérove. Hein. Si le type a réellement réussi à s'arrêter après une thérapie, c'est du jamais vu en France, en tout cas, enfin, ou peut-être que des tueurs en série se sont arrêtés et qu'on ne le sait pas, mais en tout cas, c'est assez dingue de rentrer dans la vie. Dans le livre, je fais plusieurs chapitres, un qui s'appelle François en famille, qui est vu à travers les yeux de sa femme, qui n'a rien, qui s'est aperçu de rien, même pas qu'il fumait. Alors que le grêlé, sur ses crimes, les scènes de crime, il fume. Donc c'est incroyable. Et puis je fais un autre chapitre, c'est Vérove sous l'uniforme, où là, comment il est quand il est garde républicain, à cheval, dans les protocoles, les parades de l'État, et après, comment il devient policier motocycliste. Mais ça me passionne. Et c'est un livre passionnant. Le grêlé, le tueur, était un flic. Une résolution de l'affaire, d'ailleurs, qui donne peut-être de l'espoir aux enquêteurs et surtout aux familles d'autres victimes. Parce qu'on a parlé des cas médiatiques connus. Il y en a des milliers d'autres dont on parle moins et qui sont un peu oubliés sur des étagères. Merci beaucoup, Patricia Tourangeau, d'être venue nous présenter ce livre. Donc, le tueur était un flic, un livre passionnant sorti au Seuil. Très bonne journée. Merci. Et à bientôt. Nous on se retrouve juste après la pause avec Damien Coquet. À tout de suite.